Bonjour à tous, nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 3 février 2023 du live. Désolé pour ce petit souci technique, mais donc on va reprendre depuis le début parce qu'a priori l'intervention de Thomas n'était pas très audible, passionnante mais pas audible, du coup ça sert pas à grand chose. Je vous expliquais que nous ouvrons cette nouvelle édition de notre bimensuel dédié au monde des crypto-monnaies avec d'un côté Thomas Andrieux, écrivain, spécialiste des thématiques financières et économiques, économiste, qui sera notre caution théorique en fait dans cette édition. Et de l'autre côté, je suis avec Velayen Somi, Velayen, CEO d'Nftist et spécialiste sur les enjeux Web3 pour les corporates, qui sera donc notre caution professionnelle, puisqu'on va bien comprendre aujourd'hui que les récentes évolutions de marché, en tout cas, sont le fait peut-être, et on essaiera de le comprendre, mais plutôt des professionnels plutôt que des particuliers. Mais tout ça, c'est Thomas Andrieux qui va nous l'expliquer. Et en fait, pour ouvrir ce bimensuel, je voulais mettre en avant le fait que 2022 a été secoué, un exercice qui a été secoué par les très nombreux scandales liés au monde des crypto-monnaies. Du coup, eh bien, depuis, le monde des secteurs des cryptos est en quête d'absolution. Mais au-delà de la confiance et de la régulation nécessaire, le secret de la compréhension du Bitcoin et des autres crypto-monnaies passe nécessairement, vraisemblablement, par l'éducation et la formation. Et c'est ce qu'on verra avec vous, Velayen. Mais juste avant, Thomas Andrieux, comment est-ce qu'on peut expliquer que, après avoir perdu plus de 80% au cours de l'exercice 2022, le Bitcoin se ressaisisse, et c'est même plus un rallye, c'est un rallye décuplé, puisqu'il prend plus de 40% depuis le 1er janvier. Quelles en sont les explications? Alors oui, on est même à plus de 50% effectivement de hausse sur le Bitcoin. C'est un mouvement technique essentiellement, parce que quand on regarde fondamentalement, on n'a pas de tendance vraiment de reprise de force de marché. Et voilà, ce graphique résume assez bien ce qui s'est passé en clair sur la dernière vague du cycle. On a eu une sorte de vague d'Elliott assez bien respectée par ailleurs, et puis des phases de baisse. La baisse a commencé le 10 novembre 2021 et s'est terminée autour du 20 novembre 2022. Ça a duré un an, et un an, c'est effectivement les périodes de baisse qu'on observe historiquement. Et donc cette baisse qu'on a eue en novembre, entre novembre et janvier, c'est une baisse de capitulation. C'est une baisse technique, c'est-à-dire que les vendeurs, si j'ose dire, étaient à bout de force. Et on avait cette figure qu'on appelle de rounding bottom, c'est-à-dire que on a eu un fort intérêt en novembre avec beaucoup de volume et un fort intérêt en janvier avec beaucoup de volume. Et entre-temps, on a eu une claire stagnation qui signalait le fait que le marché était bien en train de se retourner. Donc maintenant, on est repassé au-delà de la moyenne mobile, comme on le voit ici, majeure, à 200 jours. Donc ça, c'est une moyenne mobile absolument majeure. Donc là, on évolue entre 20 000 et 24 000 $. Hier, on est même allé chercher les 24 400 $. Quand on prend l'objectif de cette figure technique de rounding, on peut aller chercher les 24 500, à peu près 24 200. La question, c'est voilà, est-ce qu'on a atteint cet objectif à court terme maintenant? On pourrait même aller chercher les 26 000 si on prend un objectif large. Donc là, on est plutôt en voie de temporisation, puisqu'il y a une sorte de divergence à court terme qui est confirmée par un indicateur fractal par ailleurs. Donc ça, c'est pour résumer le contexte global. Et le contexte technique, mais alors fondamentalement, on sait que, alors fondamentalement, et d'ailleurs dans votre livre écrit à deux, messieurs, Révolution Crypto, la révolution est en marche, vous avez écrit à deux aux éditions JDH éditions, on retrouve beaucoup d'indicateurs macro que vous essayez de mettre en corrélation avec les différentes variations du Bitcoin. Est-ce que fondamentalement, le fait que eh bien, les banques centrales revoient leur stratégie de politique monétaire, est-ce que ça a un impact sur les cours, est-ce que ça a eu un impact sur les cours du Bitcoin? En tout cas, ce qu'on observe, c'est effectivement qu'il y a une recorrélation, notamment au S&P 500 ou aux actions américaines. Et donc ça, effectivement, c'est plutôt un signal que le point bas a été validé. Là, on est proche de 87-90% de corrélation, si on prend en mensuel, donc on est quand même assez élevé, mais c'est la moyenne historique. Il ne faut pas s'étonner de ce chiffre. Effectivement, les banques centrales, alors je ne sais pas si elles ont eu un grand intérêt, mais il faut dire que les crypto-monnaies sont très liées aux sensibilités monétaires, en fait, au phénomène monétaire, et on est jusqu'à 2 à 3 fois plus sensible au phénomène monétaire que sur action dans le domaine des crypto-monnaies. En tout cas, c'était vrai en 2021, mais le fait que les banques centrales temporisent, en tout cas rassure le marché, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a un impact aussi sur crypto-monnaie. Mais maintenant, quand on regarde notamment le ratio Bitcoin-Or, bon, il n'y a pas de grand mouvement, il n'y a pas
c'est assez concentré sur le Bitcoin aussi. Toutes les crypto-monnaies ne connaissent pas ce rebond, même s'il y en a une partie effectivement qui connaissent ce rebond. Maintenant, il faut voir aussi que, en général, les plus bas sur le Bitcoin s'accompagnent aussi d'un maximum d'activité des adresses qui sont actives pendant plus d'un an. Donc, autrement dit, il y a eu un maximum d'activité. Et donc là, le fait qu'on est peut-être en train d'arriver dans une phase où les gens vont plutôt conserver leur crypto-monnaie, bien ça a plus de chances de créer effectivement un marché haussier. Mais comme je le disais, il y a la temporalité du marché qui est très importante. La baisse a duré 1 an. Et sur les réseaux, il y a beaucoup de posts assez populaires qui circulent pour rappeler le fait que, en général, les crypto-monnaies évoluent sur un cycle de 3,5 années et 3,5, 3,6. Et effectivement, on a assez bien respecté cette périodicité. Et donc là, on pourrait stagner pendant une certaine période encore. Je ne pense pas qu'on soit dans l'hypothèse haussière parce qu'il y a beaucoup de limites. On serait beaucoup plus optimiste, comme on le voit sur ce graphique, si on venait à franchir les 28 000 $, notamment sur le Bitcoin. On n'en est pas à ce niveau encore. Hein, et quand on voit, on est en fait sur les niveaux de septembre, de la fin de l'été. Donc, on a rattrapé quelques mois de baisse, mais on n'a pas rattrapé encore la grande phase de baisse qui est en 2022. 50, il y a 30% à peu près à récupérer. Est-ce qu'on peut dire que en fait, ce nouveau mouvement de hausse sera impulsé par quoi? Par le retour des particuliers sur les cryptos? D'abord par le fait que, en tout cas, ce rebond a d'abord été impulsé par le fait qu'il y a moins eu de vendeurs, si on peut dire, entre guillemets. Hein, les vendeurs ont capitulé. Bon, une fois qu'ils ont capitulé, il faut une seconde phase. Il faut que les acheteurs, ceux qui ont des crypto-monnaies, les conservent. Pour l'instant, on est plutôt sur cette tendance, mais c'est pas encore très net comme phénomène. Les acteurs sont encore plus ou moins réticents. Il y a des incertitudes sur le marché et ça se voit. Le marché est encore assez hésitant. On l'a vu hier dans la séance d'hier, par exemple. Hein, il y a eu assez de mouvements, de contre-mouvements, notamment avec le discours des banques centrales et ainsi de suite. Donc pour résumer, les particuliers ne sont pas encore tout à fait là. Hein. Peut-être qu'ils arriveront dans quelques mois et c'est pour ça je pense qu'il va falloir ce laps de temps assez important pour que les particuliers se réintéressent véritablement aux crypto-monnaies. Cependant, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde, c'est 425 millions en 2022 d'utilisateurs, d'après crypto.com. C'est-à-dire que ça a progressé par rapport à l'année d'avant. Et c'est assez intéressant de voir que malgré la baisse du Bitcoin, on a en fait une hausse du nombre d'utilisateurs, en tout cas des crypto-monnaies au sens large. Et ça peut paraître contradictoire, mais en tout cas ça prouve qu'il y a une fonction utilitaire pour les particuliers. Maintenant, est-ce que c'est un retour massif? Absolument pas, je pense. Ouais, sur les prochains mois. Sur les prochains mois, Véléienne, oui. Est-ce que cette évolution positive du nombre d'utilisateurs de Bitcoin, est-ce que vous, en tant que professionnel, en tant qu'acteur du B2B sur les cryptos, vous avez vu que que les professionnels n'ont pas capitulé sur le Bitcoin en fait, en réalité? Alors ça c'est intéressant. Effectivement, comme le disait Thomas, qu'on a commencé à voir ce qu'on appelle dans l'écosystème crypto ce bear market qui se dessine. Naturellement, nous qui travaillons notamment en B2B avec des entreprises, on s'est dit ok, il va y avoir une appétence qui va être moins grande. La statistique que tu as évoquée de 425 millions qui évolue montre que malgré que la partie financière peut ne pas être à son maximum, il y a quand même une appétence pour une certaine partie de la population de comprendre et d'utiliser ce qui sous-tend les crypto-monnaies. Parce qu'on parle beaucoup de crypto-monnaies, mais le cas d'usage et la technologie, c'est la blockchain. Et on voit que malgré tout, en ce début d'année, janvier 2023, alors que le marché n'est pas au mieux, les corporates s'intéressent toujours à ce type de structure et d'implémentation technologique. Donc sur une projection, ça nous permet de se dire quoi? La masse adoption, donc l'adoption massive qui permettrait potentiellement de ramener des acheteurs sur le marché, est liée aux acteurs qui vont porter ces changements. On a pu le voir récemment, pour ceux qui ont pu le voir, Starbucks lance un loyalty programme autour des crypto-monnaies en utilisant des NFT. Oui, mais dans le même temps, 2022, Facebook abandonne son idée de crypto-monnaie. Du coup, où est-ce qu'on en est? Est-ce que réellement il y a une percée des... Enfin, où on en est, Véléienne? Il y a des vents contraires dans tous les sens. Il y a beaucoup de vents contraires. Je trouve ces périodes très intéressantes parce qu'il y a effectivement une approche qualitative des indicateurs des consommateurs qui vont rejoindre l'écosystème. Il y a deux raisons pour lesquelles on rejoint aujourd'hui l'écosystème Web3, les crypto-monnaies et la blockchain. Une première raison qui est purement spéculative pendant les phases de hausse de marché, où en fait je vais juste simplement venir et je vais traiter crypto-monnaie comme un autre type d'actif qui va être un levier un peu plus haut,
avec une volatilité plus grande, et un deuxième aspect où je vais utiliser crypto-monnaie pour son usage. Donc ces phases de marché, d'un point de vue corporate, sont assez intéressants parce qu'on va aller chercher l'utilisateur, je ne vais même pas parler forcément d'acheteur, pour l'usage qu'il va avoir des crypto-monnaies. Et donc ça sous-tend des enjeux. Aujourd'hui, je suis un corporate et je veux amener de nouveaux utilisateurs. Comment toute la gestion des flux financiers dont j'ai l'habitude, je la gère avec crypto-monnaie? Comment je gère la TVA? Comment je gère mon token bancaire que je peux avoir habituellement? Et donc la réglementation qui est en train d'arriver petit à petit, aujourd'hui, ça serait impensable de lever des fonds sans tracer l'origine des fonds de l'investisseur. Mais la blockchain, c'est un traçage évident. Alors c'est du domaine du public, effectivement, on a toutes les informations, mais il faut faire l'effort d'aller tracer. C'est-à-dire demain, vous m'envoyez une transaction, si je ne fais pas l'effort de regarder cette transaction, j'ai juste une transaction. Par contre, je peux faire l'effort d'aller tracer l'ensemble des transactions qui ont été provoquées et initiées par le wallet ou bien l'identité digitale vous représentant. Et à ce moment-là, je peux voir effectivement qu'il y a 5% qui sont passés par des money laundering machines, comme Tornado Cash qui a été sanctionné par l'OFAC il y a quelques temps. Et à ce moment-là, je vais pouvoir définir est-ce que je veux accepter finalement l'argent de cette identité digitale et donc mettre un tampon. La traçabilité et l'anonymat, finalement, on se rend compte qu'on parle souvent les crypto-monnaies pour le blanchiment, pour le terrorisme, mais en fait, l'anonymat n'existe que lorsqu'il y a une très bonne compréhension de son hygiène digitale. L'hygiène digitale, on en reparlera dans un instant, mais effectivement, c'est un terme extrêmement important qu'il faut avoir en tête. Vous avez effleuré ce sujet de la réglementation. Thomas, est-ce que cette réglementation qui va être drastique, Joe Biden a dit qu'il voulait une réglementation contraignante autour du monde des crypto-monnaies, la Grande-Bretagne a validé également, le Parlement britannique se penche également sur le sujet de la régulation, une régulation stricte, MiCA 2024 pour l'Europe. Est-ce que tous ces nuages réglementaires qui s'amoncellent au-dessus, nuages nécessaires, réglementation nécessaire, mais pourraient être un frein à cette sortie de range qui se construit depuis déjà plusieurs séances? C'est en tout cas ce qui est décrié par les acteurs de la crypto, et le projet MiCA notamment a encore été retardé. Donc en France, notamment le président de la Banque de France a voulu réaffirmer ce mouvement de régulation, et donc on a eu cette loi qui circule, qui a été adoptée au Sénat, qui n'a pas été adoptée à l'Assemblée. Donc là on aura une commission jeudi 9 février qui arrive pour savoir si cette loi, comment pourrait évoluer cette loi qui viserait tout simplement à rendre obligatoire notamment l'agrément PSAN pour les acteurs du marché. Donc effectivement il y a ce mouvement de régulation qui est en marche. Il y a certains éléments très intéressants. Bon, en général, cette réglementation touchera assez peu la DeFi, les NFT et ces domaines. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'à travers ce projet de régulation, les banques centrales veulent garder leur souveraineté. Et plus que garder, s'assurer de leur souveraineté au risque, effectivement, de faire pâtir l'écosystème crypto. Dans le projet, il y a notamment la possibilité pour la Banque Centrale Européenne de mettre son veto sur des stablecoins euros. En soi, on peut le comprendre, bien sûr, pour avoir le contrôle de la monnaie, etc. Mais parce que qu'est-ce qu'un stablecoin euro? Finalement, c'est un concurrent à l'euro numérique que veulent instaurer les banques centrales. Vous voyez ça comme une façon de contrôler l'émergence d'une nouvelle monnaie, mais est-ce que c'est pas tout simplement fait pour protéger le consommateur? Parce qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a eu, les niveaux, les badlands sont vides, les badlands sont vides aujourd'hui. Non, mais c'est sûr qu'il faut un objectif de protection du consommateur, c'est évident. On l'a vu avec FTX, c'est tout à fait scandaleux ce qui s'est passé, et à tous les niveaux. Ça ne concerne pas, ça a vraiment fait tâche sur plusieurs domaines et sur plusieurs milieux. Ça n'a pas été que concentré sur FTX, donc c'est assez impressionnant de voir ça. Donc oui, il faut protéger notamment des niveaux de fonds propres minimum, etc. pour les institutions. Il y a un certain nombre de principes comptables aussi qui n'ont pas été respectés dans l'affaire FTX, notamment de ségrégation des actifs, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais donc oui, non, je renie pas cet aspect-là, mais on voit bien que derrière ces textes, il y a aussi une volonté politique qui est toujours assez importante en France et en Europe, on le sait, effectivement de souveraineté, de contrôle, et notamment en ce qui concerne l'épargne. Les Français sont très épargnants, mais ils aiment aussi
l'épargne très sécurisée. Je fais référence au livret A notamment. Donc c'est sûr que les cryptos dans tout ça c'est un peu des ovnis et les banques centrales elles veulent garder un œil mais très puissant et parce qu'elles ont aussi en tête derrière cette possibilité de l'euro numérique et donc elles s'assurent un peu leurs arrières si j'ose dire. Voilà. L'hygiène digitale, Vélienne, c'est quoi exactement l'hygiène digitale? Ce sont des réflexes à acquérir? Je vais commencer en rebondissant sur le cas d'FTX qui est assez intéressant. Comme vous savez, FTX c'est un broker, une plateforme d'échange qui va faire de la custodie pour ses clients. Custodie, qu'est-ce que vous entendez par custodie? Par la custodie, il va détenir les actifs pour compte de tiers. Aujourd'hui, lorsque nous avons notre argent dans une banque, tu parlais du livret A, Thomas, la banque a une redevance envers nous. L'argent ne nous appartient pas. La banque a une redevance envers nous. Le même des crypto-monnaies de la blockchain, c'est de pouvoir redevenir posséder sa monnaie. Et donc, c'est là où on va parler de self-custody. Donc, de ne pas avoir besoin d'un tiers pour détenir ses actifs et ses fonds, mais de pouvoir les détenir soi-même. Comme lorsqu'on aurait... Il faut être propriétaire de sa crypto, en fait. Tout à fait, comme on aurait de l'or à la maison, ou potentiellement sous le matelas, un peu de cash. C'est le même type d'approche. Donc, l'hygiène digitale, qu'est-ce que c'est, très concrètement? On le sait, sur la blockchain, tout est traçable. Ok. Sur la blockchain, je ne peux pas empêcher quelqu'un de m'envoyer une crypto-monnaie. Ce que je pourrais faire avec la banque, je pourrais bloquer un virement entrant, potentiellement. L'hygiène digitale, c'est l'ensemble des actions que je vais faire, et ça existe déjà aujourd'hui, notamment si vous visitez un site web, il y a des cookies qui traquent où est-ce que vous êtes. C'est de se dire, c'est comment je respecte mon anonymat, mon propre anonymat, en fonction de ses enjeux, bien évidemment. Comment je fais en sorte qu'on n'est pas capable de rattacher mes transactions en crypto-monnaie à mon identité, potentiellement. Donc, c'est-à-dire que je ne crée pas de flux financier entre ce qu'on appelle un CEX, donc un Centralized Exchange, un échange centralisé, comme l'a pu être FTX, à un MetaMask qui va être donc un wallet décentralisé cette fois-ci, qui va permettre d'interagir avec des protocoles, notamment de finances décentralisées, dont parle avec Thomas dans le livre Crypto Révolution. Et en fait, garder son anonymat tout le long de la chaîne de valeur. Et cela est très compliqué. Si on prend l'exemple de l'adresse IP, on pourrait se dire, si j'utilise un VPN, mon adresse IP est sécurisée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est lorsque j'émets une transaction sur la blockchain Ethereum, qui est du coup la deuxième plus grande blockchain, le node ou le nœud, ou encore on pourrait l'appeler le serveur, qui va mettre en place cette transaction, je peux avoir son adresse IP à lui. Et donc en fait, il y a un nombre de mesures de sécurité et de bonnes pratiques, ce que vous évoquez, qui est très important à prendre. Alors aujourd'hui, lorsqu'on est un consumer classique qui n'a pas des enjeux très grands au niveau de ses mouvements et de la vitesse de ses mouvements, ces enjeux sont peut-être diminués, mais ils restent très importants. C'est comme RGPD. Aujourd'hui, notre data, ce qu'on met sur le net, ce qu'on met même d'un point de vue transactionnel, peut être réutilisé contre nous demain. Et on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est pour faire du marketing et potentiellement nous placer des produits. Demain, c'est des informations qui peuvent être réutilisées, à la fois pour peut-être comprendre des niveaux de solvabilité, comprendre quel est tout l'écosystème financier d'une personne. Et comme vous l'avez dit, la blockchain, il y a une traçabilité totale. Donc si j'ai la capacité, la connaissance de faire ce qu'on appelle de l'analyse on-chain, je peux récupérer l'ensemble des informations. Dans le cas d'FTX, il était possible, à partir du wallet initial d'FTX, avec un peu de travail, pas mal d'outils et un peu de connaissances un peu poussées, de retracer l'ensemble de l'écosystème et effectivement de voir qu'il y avait des actifs, qui avaient des collatérales avec des liquidations qui allaient approcher. Et de vraiment pouvoir mapper l'ensemble de ça. Donc finalement, l'hygiène digitale, c'est de se dire quelles sont les bonnes pratiques de sécurité que je mets en place et comment j'assure de rester anonyme parce que c'est le droit le plus fondamental humain, finalement. Oui, c'est très clair, surtout sur Internet, en fait, en réalité. Thomas, cette régulation pour vous, elle est nécessaire ou pas? Est-ce que on doit y aller ou il faut contrer? Est-ce que ça va pas contre l'esprit des cryptos? Si, c'est ça le risque. C'est plus ou moins ce qui m'inquiète dans le sens où demain on se retrouverait finalement un peu avec une crypto-monnaie unique, avec une date de péremption. Et laquelle, Bitcoin ou Ethereum du coup? C'est sur la monnaie. Si vous deviez choisir une crypto, laquelle aujourd'hui? L'emblème c'est Bitcoin. Tu vas faire des fâchés, Thomas. On n'est pas près de la détrôner encore. Bon, peut-être ça viendra dans quelques années. C'est un débat qu'il y a parmi les acteurs de l'écosystème. Mais le risque, c'est, je caricature, mais de se retrouver avec une crypto-monnaie unique, avec une date de péremption. Vous exagérez un peu, vous bien sûr, mais, trait, la Chine est dans cette voie, par exemple. La Chine est dans cette voie. Et il ne faut pas oublier que là, on est vraiment, géopolitiquement, on dessine deux blocs et qu'un bloc pourrait très bien pencher là-dessus et influencer d'autres pays. Donc, il faut avoir ça en tête et conserver, comme le disait Vélienne, une certaine idée de la propriété. Maintenant, effectivement, on arrive à un demi-milliard
bientôt d'utilisateurs sur crypto-monnaie. C'est énorme. C'est bien plus que les actions. Je crois que 25% des ménages américains ont déjà touché aux cryptos. En France, il y a plus de détenteurs de crypto que d'actions. Donc, on est sur des choses absolument importantes. Donc, évidemment, dans ce contexte-là, on n'est plus dans la crypto originelle. On n'est plus dans la crypto entre quelques personnes qui vont au-delà des flux de transactions. On est vraiment dans la crypto institutionnelle, démocratisée. Et donc, évidemment, là, on peut dire que la régulation est nécessaire pour le grand public, mais elle doit s'accompagner d'un respect des droits de propriété fondamentaux, éviter un trop grand frein de l'innovation aussi, parce qu'on peut toujours réguler après dans quelques années, et puis on le voit plus structurellement, c'est-à-dire que la régulation, le temps qu'elle se mette en place, c'est très lent, et le projet MiCA a notamment été retardé pour des problèmes de traduction. Donc, ah oui, d'accord. Donc pour dire que c'est assez bête. Donc le temps que le régulateur réagisse, ça met des années. Donc, on doit être assez cohérent et bien sûr insister sur le fait qu'aujourd'hui c'est grand public et donc ça doit être effectivement sécurisé. Il y a un grand nombre d'arnaques encore, donc tout ça évidemment il faut les éviter, d'escroqueries et même d'escroqueries à grande échelle comme ça a été le cas je pense avec FTX. Donc tout ça, ça doit être évité. Mais ne pas oublier l'idée de la propriété et une certaine idée, un certain esprit crypto, si j'ose dire. La propriété, comment est-ce que cet esprit de propriété qui est la base de construction de nos sociétés, on sait nos sociétés sont construites sur la notion de propriété, a pu être abandonné si vite sur ce marché? Je pense que Thomas évoquait quelque chose tout à l'heure, c'est que les Français souhaitent un plan d'épargne le plus sécurisé possible. Le point fort et le point faible aujourd'hui des crypto-monnaies dans leur idéal, c'est je vais être propriétaire de ma monnaie, mais être propriétaire, c'est-à-dire que j'assume aussi les risques. Si je perds ce qu'on appelle la seed phrase, donc c'est une suite de mots, un mot de passe, c'est le mot de passe, voilà, qui permet d'accéder à son wallet, donc on peut dire à son portefeuille virtuel, je ne peux pas récupérer mes crypto-monnaies. Et on a eu beaucoup de cas de personnes qui avaient... très connus. Voilà, exactement. Et donc l'enjeu, il est là aussi. C'est aujourd'hui de dire à quelqu'un, tu deviens ta propre banque, mais tu assumes les risques et aussi les bénéfices. C'est assez compliqué parce qu'on le voit, les Français aujourd'hui préfèrent être sur des plans d'épargne très sécurisés et le fait de donner son argent à sa banque, en la donnant un tiers de confiance, on n'a plus besoin de se préoccuper. Et en fait, quand on regarde l'évolution de la société, même globalement dans sa transformation digitale, de plus en plus on se délaisse, on passe notamment par des tiers pour beaucoup de types de services. Je vais en prendre un très clair. Ce matin, pour venir ici même, j'ai pris un VTC, j'ai pris un Uber. Donc mes habitudes de consommation ont changé. Je ne vais plus faire l'effort de prendre ma voiture, je vais passer par un tiers. Donc on se rend compte que c'est un changement de paradigme global de la société, où si on remonte très longtemps dans le temps, on allait vouloir être propriétaire de l'ensemble des actions et l'ensemble des biens, alors qu'aujourd'hui, pouvoir déléguer et faire confiance à un tiers de confiance, c'est devenu une norme. Oui, mais ça, Véléienne, on comprend très bien, c'est très, très clair ce que vous expliquez. Et vous, finalement, ce qui doit être retenu, c'est le terme confiance. En fait, la confiance a été érodée. Si le VTC que vous aviez pris ce matin s'était crashé la veille, vous seriez monté dedans? Non. Non, ben voilà, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur le marché des cryptos. Du coup, il y a... alors, où est-ce qu'on en est sur le marché des cryptos? Est-ce que ce que l'on vient de traverser 2022, c'est une crise existentielle ou c'est une crise plus profonde, en fait, en réalité? Structurellement, je dirais que ça n'a pas remis en question le fondement même. Après, il y a eu des très gros scandales, peut-être parmi les plus gros de toute l'histoire de la crypto. Mais ils se sont enchaînés surtout, en fait, en réalité. Ouais. Si on énumère le nombre de scandales sur 2022, on en a 6 ou 7. Enfin, on a Terra Luna, on a le Celsius, on a FTX en fin d'année. C'est quand même... Quand les cours montent, tout va bien. C'est quand même beaucoup, quoi. Oui, non, bien sûr. Non, mais pour revenir à la régulation, j'aimerais insister sur un point, c'est qu'un des risques, c'est effectivement un recours à des tiers. Mais en régulant, on augmente les barrières à l'entrée sur le marché. Et j'aimerais insister sur une tendance historique dans le milieu bancaire, c'est qu'aux États-Unis, en 1920, il y avait 30 000 banques. La Fed a été créée en 14. Plus les années passent, plus il y a de régulation financière, plus le nombre de banques se réduit, plus il y a une concentration du marché. Aujourd'hui, on est à 4500 banques, je crois, quelque chose comme ça aux États-Unis. En Europe, sur les 10 dernières années, le nombre de banques s'est effondré de 30%. Donc, j'insiste sur quoi? Pour dire que plus il y a de réglementation, plus on va se centraliser. Et donc,
évidemment, ça va à l'encontre de la décentralisation et de la logique la logique première, mais finalement, ça va dans le sens du consommateur qui pourra avoir que quelques acteurs bien identifiés, certifiés, psanisés d'une certaine façon, mais en lesquels le consommateur aura confiance. Et du coup, peut-être que ça lui permettra de revenir. Et peut-être pour finir là-dessus, c'est que cette crise existentielle, elle est plutôt régulatrice. Elle est plutôt régulatrice. Cette crise existentielle est régulatrice, mais donc du coup, probablement source de nouveaux plus hauts sur les cryptos et sur le Bitcoin. Ça, c'est une question parce que, comme je le disais, on n'est pas sur une tendance haussière encore. Et je pense pas effectivement, on est sur un techniquement. Parce que d'ici la fin de la décennie, je pense qu'il y a une forte probabilité pour que ça soit le cas, mais on verra. C'est vrai que dans les conditions actuelles, on ne peut pas dire et la régulation jouera beaucoup. Mais en tout cas, côté B2B, l'attrait, l'engouement pour les cryptos reste le même. Et effectivement, sur la régulation, je dirais qu'il y a deux niveaux, comme tu l'as évoqué. Il y a un niveau au niveau des stablecoins qui est un enjeu politique aujourd'hui, d'avoir la main mise sur une crypto-monnaie stable. Et il y a un autre niveau, effectivement, c'est le niveau de la protection du consommateur et de pouvoir légiférer pour protéger à la fois les vendeurs et les acheteurs. Et effectivement, cette réglementation peut apporter beaucoup de bien. Lorsque dans 3 ans, MiCA serait signé, je dis bien serait parce qu'on ne sait jamais les temps. Parce qu'on n'est plus en 2024, MiCA là c'est 2025 du coup. Il sera débattu en avril je crois, et l'application ne serait pas avant 2026 ou quelque chose comme ça. On a un petit peu de temps devant nous. Mais lorsqu'on arriverait à ce moment-là, que votre banque aujourd'hui vous propose une épargne sur du DCA Bitcoin par exemple, l'adoption devient massive. Donc effectivement, il y a les pour et les contre. J'ai bien parlé d'idéal quand je parlais de self-custody, d'être owner, d'être propriétaire de ces crypto-monnaies, mais à côté de l'idéal philosophique qui, personnellement, ce qui m'a fait rentrer dans cet écosystème, il y a une réalité de marché, une réalité de fonctionnement de la société qui fait que la désintermédiation pure et dure, et je le dis très honnêtement, ne peut pas exister. Parce que le cœur du business et du fonctionnement d'une société capitaliste, c'est l'intermédiation. Et tous les cœurs des métiers, vous qui nous regardez aujourd'hui, votre métier se base sur le fait que vous faites le lien entre une connaissance et quelqu'un qui a besoin de la connaissance, ou d'un service, ou d'un contact. Donc pour moi, la réglementation est primordiale. Effectivement, le petit enjeu, c'est trouver le juste milieu entre l'innovation et la réglementation, pour laisser comme un terroir assez fertile aux nouvelles boîtes qui veulent se monter. Oui, très clair. De toute façon, c'est le fer de lance de cette technologie, de cette nouvelle technologie, c'est la recherche et le développement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Vous voulez rajouter quelque chose, Thomas ? Peut-être éventuellement sur le fait que, je rappelle toujours ça, c'est que les crypto-monnaies, à l'origine, c'est évidemment très libéral. C'est une idée qui a beaucoup été relayée dans les courants libertariens, Hayek, Friedman. Et c'est une idée qui est authentiquement, effectivement, libre, puisque les crypto-monnaies, ça fait un peu référence à l'ère de la banque libre dans l'histoire. On utilisait des certificats, chacun émettait sa propre monnaie, donc on échange chacun sa propre monnaie. Aujourd'hui, c'est plus ou moins rendu possible par Internet. Maintenant, ça pose énormément de questions, et dans un contexte politique qui n'arrange pas les choses. Ok, ce sera pour la prochaine fois, ce contexte politique qui n'arrange pas les choses. Véléienne, un dernier mot ? Merci. C'est moi qui vous remercie, Véléienne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. Véléienne Semi, CEO d'NFTs et également spécialiste sur les enjeux Web3 pour les corporates. Thomas Andrieux, économiste, écrivain, spécialiste des questions politiques, des questions économiques et financières. Et vous reviendrez très bientôt pour nous expliquer ce lien, cette dichotomie, peut-être cette difficulté que rencontre le monde des crypto-monnaies avec l'évolution du monde politique actuel. Vous avez écrit, messieurs, Révolution Crypto aux éditions JDH, bouquin passionnant à réouvrir. Alors que l'engouement pour les cryptos renaît d'une certaine façon. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On fait une rapide courte page de pub et on se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.